Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct. À la radio et à la télévision, notre invité n'est pas des moindres, c'est le préfet de Mayotte, Frédéric Vaux, il est avec nous. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour à tous nos auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On a une tonne de questions à vous poser et on va commencer avec l'actualité chaude et immédiate, c'est le port. Cet accident qui a eu lieu sur le port pas plus tard que avant-hier soir. Hier matin, la responsable du port, Idanel, en parlait sur cette antenne en direct par téléphone. Elle expliquait les faits. Alors c'est un accident dramatique, tragique, où très vite les questions les plus gênantes remontent à la surface. C'est les questions des responsabilités. Est-ce qu'il y a une responsabilité particulière sur cet accident ? Alors, sur cet accident, il y a deux démarches qui sont en cours. Une enquête judiciaire parce qu'il y a la mort dramatique d'une personne. Il y a aussi hier, pendant toute la journée, une équipe de la DIECT et de l'inspection du travail qui est allée sur place pour à la fois faire le point sur les faits et commencer à regarder ces questions de responsabilité. Je n'entrerai pas dans le détail parce que les enquêtes sont en cours. Mais il y a effectivement des questions de responsabilité qui vont se poser, qui ne sont pas forcément liées à l'état de l'infrastructure, mais qui sont peut-être liées aux conditions dans lesquelles travaillait ce malheureux chauffeur. Mais le fait qu'il n'y ait plus de réglementation, puisqu'elle a été arrêtée, cette réglementation, par un arrêté préfectoral, en tout cas un arrêté préfectoral en quelque sorte, est-ce que ça peut avoir une incidence sur ce qui s'est passé il y a 2 jours ? Ce dont vous parlez, c'est le règlement d'exploitation le règlement du port, excusez-moi, autant pour moi. Qui dit comment fonctionne le port et notamment comment on gère les entrées-sorties et le traitement des bateaux. La sécurité, c'est encore un autre sujet, c'est comme vous dites, la police portuaire. Sur ce règlement, nous avons fait un certain nombre d'observations qui ont été transmises au conseil départemental, puisque ce règlement a été validé par le conseil départemental. Le conseil départemental a 2 mois pour se prononcer dessus et il peut décider de faire évoluer ce règlement. Mais dans la phase actuelle, on en est au stade des observations, pas l'annulation du règlement. On va attendre évidemment la fin de l'enquête pour en savoir plus sur ce qui s'est réellement passé. Mais juste avant, Samuel a une question à poser là-dessus. Oui, tout à fait. On est dans le cadre de dérogation préfectorale. C'était pas de votre fait, c'était le 11 avril 2016, c'était Seymour Morcy, votre prédécesseur, pour pouvoir continuer à faire fonctionner le quai numéro 1. En tout état de cause, le capitaine du port vous a signifié qu'il y avait une lourde responsabilité en cas de problème parce qu'on ne devait plus utiliser ce quai, notamment avec des armements aussi importants que le Clémentina qui était à quai numéro 1 mardi soir. Dans tous les cas, le Smirmork n'aurait pas dû se trouver là. Le bateau non plus. Le Smirmork n'était pas sur le quai numéro 1. C'est vrai que sur le quai numéro 1, nous fonctionnons sur la base d'une dérogation depuis plus d'1 an. Il y a des travaux à faire sur le quai numéro 1. Ces travaux n'ont pas commencé. Moi, ça va m'amener à prendre mes responsabilités à un moment ou un autre en termes de limitation d'utilisation du quai et de prendre en compte cette situation sécuritaire. Il est clair qu'on ne peut pas continuer ainsi. On va rester sur le port, si vous êtes d'accord, avec la DSP qui, elle aussi, est dans l'actualité. Il faut s'attendre à quoi dans les années, les mois, voire les semaines qui viennent en termes de gestion du port et de cette DSP ? Parce que le port, c'est le poumon économique de l'île. 98% de ce qui rentre sur Mayotte arrive par le port. Et on le voit aujourd'hui, il y a de gros problèmes. Oui. Le département a annoncé la dénonciation de la DSP au début du mois de juin. Alors, c'est toute une procédure qui est longue, qui est élaborée, qu'il faut dérouler pas à pas. Le département est en train d'y travailler et l'État peut apporter son soutien technique dans cette démarche. Il y aura ensuite une situation intermédiaire où il est question, mais ça reste à approfondir, d'une gestion en régie du port. Et on a à concevoir ce que sera à long terme le port. Est-ce qu'on reste dans le système actuel d'un port décentralisé
délégué à un prestataire? Est-ce qu'on évolue vers d'autres formules qui sont en cours dans les autres départements d'outre-mer? Est-ce qu'on trouve un système intermédiaire? Ça fait partie des pistes Et l'État envisagées. va vers quoi? Plus un port autonome, un grand port maritime, un port géré par la CCI, une nouvelle DSP? L'État doit en discuter avec le département, puisque Oui. c'est une responsabilité du département. En tout cas, ce qu'il faut rechercher, c'est un mode de gestion efficace et qui apporte satisfaction à toute la communauté portuaire, que ce soit le responsable du port, que ce soit l'exploitant ou que ce soit les usagers. Bien sûr. Et on doit reconnaître qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'insatisfaction autour de ce fonctionnement. On change de sujet, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Colas, Hello Social, mais d'abord Colas. Une réunion devait avoir lieu hier, elle n'a pas eu lieu, en tout cas pas comme on l'aurait tous espéré. Ça veut dire qu'on rentre dans la 11e semaine, lundi on va rentrer dans la 11e semaine de grève de Colas, avec la CGT qui commence à s'affoler et qui parle d'une manifestation et d'une grève généralisée sur le BTP. Là aussi, ok, c'est une entreprise privée où l'État n'a pas forcément à intervenir, mais à un moment donné, c'est aussi l'économie de l'île qui va être touchée. C'est un conflit, comme vous le dites, qui est extrêmement long. Oui. C'est un conflit sur lequel l'État était présent, puisque nous avons organisé 2 commissions de conciliation des conflits. La DIECT a relancé une médiation en fin de semaine dernière et qui s'est continuée en ce début de semaine. Après, il faut voir la situation de ce conflit. Moi, ce qu'on me dit, c'est que le nombre de grévistes est entre 30 et 50 dans une entreprise qui compte 550 salariés. Donc là, il y a, et vous le savez comme moi, d'autres syndicats présents dans l'entreprise ont dit qu'ils ne partageaient pas cette logique de conflit. Donc ça veut dire que les fils du dialogue sont quand même difficiles à renouer. La DIECT, l'inspection du travail sont mobilisés à tout moment là-dessus, et nous sommes prêts à tout faire pour favoriser les fils du dialogue. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire à la place des partenaires sociaux, c'est la négociation interne à l'entreprise. On peut faciliter cette négociation, on ne peut pas négocier à leur place. Mais moi j'ai aussi en mémoire ce que disait un grand leader syndicaliste français, je crois que c'était André Bergeron. Il faut savoir finir une grève. Et je crois qu'on arrive un peu à ce moment-là sur Colas. Ouais, c'est clair. Dans toutes les grèves, il faut savoir commencer, c'est clair, c'est un droit. Mais déjà prévoir la sortie quand on la commence. De toute manière, dans tous les cas de figure, monsieur le préfet, il va falloir trouver une solution rapide, parce qu'on a pu s'entretenir avec Boris Duverger hier par téléphone, qui expliquait clairement qu'il commençait à y avoir de sérieux problèmes économiques dans l'entreprise. Colas, c'est pas n'importe quelle entreprise à Mayotte. Ça construit, on a besoin de Colas pour construire. Oui, ben, il faut voir aussi comment la situation a évolué. Oui. À un moment donné, l'accès à l'entreprise n'était plus possible. J'y suis passé devant encore hier, c'est à nouveau le cas. Et ce qu'on me dit, c'est que tous les chantiers Colas ont actuellement redémarré. Oui. Donc il faut aussi faire la part des choses. La part des choses. Donc il y a bien 2 discours, le discours des grévistes, le discours de la direction. Et au milieu de tout ça, nous les médias, on doit essayer de s'y retrouver. Hein, c'est ça, Oui, hein, et nous essayer de les faire se rapprocher. se faire se rapprocher. Samuel. Oui, je reste dans le BTP, mais j'externalise un petit peu le sujet avec la trésorerie municipale. Les mairies qui tirent la sonnette d'alarme, qui peuvent plus payer. Enfin, la trésorerie municipale ne paye plus les chantiers en temps et en heure. Le BTP, avec la CAPEB 976, doivent se mettre en grève le 17 ou le 24 juillet. La trésorerie municipale, c'est pas un sujet nouveau. Il y a un gros souci, il y a un manque d'effectifs. Alors, le paiement des collectivités publiques, c'est une chaîne. Il y a la part qui relève de la collectivité en tant qu'ordonnateur, il y a la part qui relève de la trésorerie municipale. On a eu un problème d'effectifs l'année dernière à la trésorerie municipale, il a été résolu. Et actuellement, la trésorerie municipale paye, c'est toujours trop long, mais elle paye en 2 mois. Mais souvent, on reçoit des factures qui sont restées très longtemps dans les tiroirs. Donc là, il y a des gains d'efficacité à trouver. Et le directeur régional des finances publiques
est en contact avec les maires, avec les directeurs généraux des services pour faciliter cela. On peut avoir aussi des difficultés quand les communes n'ont pas de trésorerie. Là, les mandats sont faits, mais le trésorier n'a pas d'argent pour payer. Donc, ça génère des délais. Mais en tout cas, ce qui relève de l'organisation de la trésorerie municipale, les mesures ont été prises. D'accord. Le social, pardon Sam, mais on revient sur la colasse avec le social. D'une manière générale, on sait que la DEAL devrait être en grève d'ici la fin du mois d'août. Le corps enseignant, pareil, devrait démarrer à la rentrée une nouvelle grève. On parlait de la grève du BTP tout à l'heure. La FM BTP également devrait être en grève. Il y a une grosse attente des salariés mahorais. Est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez anticiper ce genre de problème et avec notamment la nouvelle ministre de l'Outre-mer, arriver à gérer les problèmes avant qu'ils arrivent ? Écoutez, c'est ce que nous nous efforçons de faire. Alors, vous citiez plusieurs domaines où à chaque fois les sujets sont en cause sont différents. Donc, on ne peut pas avoir une discussion globale. En revanche, une discussion au cas par cas sur les sujets qui sont posés, ça, bien entendu, oui. Et je voudrais dire que très vite, on va rentrer dans la phase des assises de l'outre-mer à partir de la fin du mois de septembre, où nous aurons des débats publics locaux sur différents thèmes que la ministre a évoqués. La question du climat social, de la relation sociale, fait à l'évidence partie de ce sujet. Donc il faudra attendre fin septembre pour avoir plus d'informations ? Alors, sur une démarche d'ensemble, oui, parce qu'on a encore quelques échéances électorales à passer, je pense au sénatorial, mais ça n'empêche pas de discuter au cas par cas sur les sujets qui sont posés. La presse a annoncé l'arrivée de la ministre pour fin août, début septembre. Vous confirmez cette information ? C'est un créneau possible. Bonne réponse. Allez, on passe à l'immigration avec ce rapport de la CIMAD présenté hier aussi par Solidarité Mayotte. Un rapport qui met Mayotte en tête toute catégorie. Oui, mais Mayotte est aussi dans une situation extrêmement particulière et avec une pression migratoire tout à fait exceptionnelle au plan national. Ceci explique cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on a de nouvelles solutions proposées par ce nouveau gouvernement pour lutter contre l'immigration ici à Mayotte ? Alors, comme vous avez vu, hier, le ministre de l'Intérieur a présenté une communication sur la politique migratoire d'un point de vue national. Il y a dans cette communication des choses qui vont nous concerner. Je pense à la réduction du délai des demandes d'asile. Je pense à ce qui concerne la définition de stratégie territoriale de lutte contre l'immigration, ce qu'on fait déjà d'ailleurs. Je pense à la mobilisation des parquets. Je pense aussi à la dimension intégration qui est aussi importante. Il y a en tout cas une approche qui est confirmée et qui reste une priorité absolue, c'est celle qu'il y avait dans le plan sécurité de l'année dernière, avec une déclinaison en matière d'immigration et notamment les évolutions de la gouvernance, la définition de priorités stratégiques. Et je dirais de ce point de vue-là, on est même un petit peu en anticipation à Mayotte par rapport au niveau national. En tout cas, ça reste une priorité éminente. Et parmi ce qui a été annoncé hier, il y a aussi l'augmentation de places pour les réfugiés, pour les demandeurs d'asile. Est-ce que ces dispositions sont de nature, selon vous, à calmer les esprits, notamment du côté du CODIM, le collectif des défenses des intérêts de Mayotte, qui a prévu sur cette antenne des opérations de blocage de la préfecture, du nouveau service des étrangers, de la CAF, de Jacaranda. Ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. L'asile à Mayotte est géré dans un cadre qui est particulier, d'ailleurs que nous reproche la CIMAD dans son rapport. La demande d'asile l'année dernière, c'est 450 demandes à Mayotte. À comparer à 12 000 demandes de carte de séjour. Donc c'est un sujet, c'est pas forcément le sujet central. Mais tout ce qu'on fera pour améliorer la gestion de l'asile est quelque chose d'important.
Ce que je voudrais aussi signaler sur la gestion de la pression migratoire, d'abord, on continue l'effort en matière de lutte contre l'immigration clandestine et d'éloignement d'étrangers en situation irrégulière. Également en matière de titres de séjour, on avait 18 000 demandes en 2015, on est tombé à 12 000 en 2016 et à la fin du premier semestre, nous en sommes à 5 900. Donc on a des demandes moindres. Et ça, on l'explique comment, monsieur le préfet ? Je pense que c'est lié essentiellement au fait qu'on a plus de rigueur dans l'instruction des demandes. Moi, je n'ai qu'une instruction donnée à mes services et de manière permanente. On applique la loi, rien que la loi, de façon humaine, mais de façon ferme. Et je pense que le message est passé. Et quand je regarde les taux de refus des demandes de carte de séjour, on est à plus de 60%. Donc ça montre qu'il y a une gestion qui est rigoureuse. Ça veut dire aussi qu'avant, il y avait une gestion qui n'était pas forcément. Je ne vais pas me prononcer sur ce qui s'est passé avant, mais en tout cas, on est allé vers plus de rigueur. Près de 40 000 reconduites à la frontière sur toute la France, y compris les DOM, etc. 43 000 pour être très précis. Mayotte a quasiment la moitié, mais on n'a pas la moitié du budget consacré à la lutte contre l'immigration, par contre. On doit avoir la moitié du budget consacré à l'éloignement, puisque ça c'est lié aux chiffres. On a quand même des moyens significatifs consacrés à la lutte contre l'immigration clandestine, des moyens à la fois en termes d'emploi des différentes forces de sécurité publique, PAF, gendarmerie, sécurité publique. Et puis on a tout notre dispositif de lutte contre l'immigration clandestine en mer, qui est significatif et qui, à la fin de ce mois, va être renforcé, puisqu'on a une deuxième vedette de gendarmerie maritime qui arrive le 31 juillet, qui s'appelle la Verdon. Et ça va nous permettre d'avoir une présence tous les jours d'un moyen de la Marine nationale en mer, en plus des moyens de la PAF, de la gendarmerie et des douanes. Quid de ces radars énormes qui devaient arriver, et drones ? Alors, les radars, c'est le système d'exploitation qu'on fait évoluer, c'est en train de se faire. Ouais. Le but, c'est d'avoir plus de précision dans ce qu'on voit à l'écran et de ne pas confondre un objet une vague avec un quasar. Pour ce qui est des drones, ça se fera via la police aux frontières. Il y a des fonctionnaires de la PAF qui ont été formés et on est en train de préparer tout ça, échéance fin d'année, début d'année prochaine. Certains font le lien direct entre immigration et délinquance. La délinquance, quelle en est la situation ? L'État aujourd'hui, même si dans l'actualité on sait que hier il y a encore eu des personnes qui ont été victimes de coupeurs de route du côté de Vaïbé. On a entendu ce matin en direct une personne qui a été témoin oculaire de ce qui s'est passé avec derrière les forces de l'ordre, notamment les policiers qui sont allés en masse du côté de Vaïbé et ont été obligés de se replier du reste. Tellement la pression de la délinquance était forte avec du caillassage en quantité. Et pourtant, on a le sentiment que quelque part ça se calme, sauf par moment. Oui. Alors, on a des résultats intéressants en termes de délinquance. Sur l'ensemble de la délinquance au premier semestre 2017, par rapport à l'année dernière, nous sommes en recul de près de 14%. C'est pas mal. C'est quand même intéressant. Avec après des situations qui ne sont pas homogènes, sur les atteintes aux biens, et notamment les cambriolages, on est à moins 23%. Sur les atteintes aux personnes, la diminution est un peu moindre puisqu'on est à moins 8,8%. Mais ça diminue quand même. Mais ça diminue, c'est une tendance intéressante et l'ensemble des faits constatés de 2017 est non seulement inférieur à 2016 mais aussi à 2015. Donc là, j'espère qu'on a infléchi la tendance. Alors ces résultats sont toujours fragiles. Moi, je suis très prudent sur l'ensemble de l'année, mais tout ça montre qu'il se passe quelque chose. Alors, ça n'empêche. Ça, c'est quoi ? C'est des moyens supplémentaires ceux qui sont arrivés en tout cas, en partie ? Oui.
C'est les moyens supplémentaires, c'est des modes de travail peut-être un petit peu différents, notamment sur la zone de police. C'est aussi la capacité qu'on a avec les moyens supplémentaires de gendarmerie de faire soit des contrôles de zone, soit des contrôles d'axe, d'avoir plus de présence sur le terrain de façon plus aléatoire pour surprendre les délinquants. On a eu aussi, c'est sur Mamoudzou, des démantèlements de bandes qui concourent à cette évolution. Notamment du côté de Tanafou. Tanafou, je pense au Vallon. Donc c'est ce cumul d'actions. Le sujet sur lequel il faut que nous soyons vigilants, ce sont les violences dites non crapuleuses, c'est-à-dire les violences gratuites, où là, on a une augmentation qui est liée à la fois aux affrontements entre bandes de jeunes et entre quartiers généralement. Entre quartiers, parfois en milieu scolaire ou périscolaire, à l'origine ça, on l'a vu il n'y a pas longtemps à Passamenti, entre quartiers. Et nous avons entrepris un travail sur les bandes d'identification et de définir des méthodes d'approche de ces phénomènes. Et en particulier, on a un effort intense en Petite Terre depuis le début de l'année. Alors, ça passe par des arrêtés couvre-feu qui permettent de demander aux jeunes et parfois aux très jeunes qui sont très tard la nuit dans les rues de revenir à leur domicile, voire de les emmener à la brigade et de faire venir les parents. Nous avons le système des rappels à la loi et nous avons relancé les travaux dans le cadre des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance pour agir aussi sur la question de la prévention de la délinquance, soit via les outils d'insertion sociale et ceux de la politique de la ville, soit par tout ce qui concerne l'action éducative, péri-éducative. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est de développer la présence d'éducateurs des rues. Après, il y a des niches de délinquance sur Mayotte. On parlait de Vaïbé tout à l'heure, c'en est une. Ça arrive assez régulièrement. Ce qui s'est passé hier, c'est pas aussi fréquent qu'à une certaine époque, mais ça existe encore. La preuve, ça a eu lieu hier. Et même la police a été obligée de faire un repli. Ça veut dire quoi, que on a désormais certaines zones de non-droit à Mayotte? Ça, moi, c'est quelque chose que je n'accepte pas, les zones de non-droit. Ouais. Et notre principe, c'est que là où il se passe quelque chose, on y retourne. Ça sera le cas pour Vaïbé? C'est ce qu'on a fait à Magicavo et ce sont les instructions aussi à Tanafou. Et ce sont les instructions que j'ai données à la DDSP pour prendre en compte cette situation à Vaïbé. Ça vous inquiète ce qui s'est passé à Vaïbé hier? Parce qu'il y a quelque part le retour des coupeurs de route. C'est peut-être pas les mêmes, mais il y a des gens qui ont été victimes de barrages pour se faire racketter. Ce que je veux, c'est marquer un coup d'arrêt tout de suite pour pas que ça continue. Donc taper fort. Oui. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à poser, monsieur le préfet. Les forces de l'ordre sont-elles tellement mobilisées, tellement sollicitées qu'elles ne peuvent pas assurer certaines missions? Je pense aux braconniers de tortues sur la plage des Badamiers, qui ont fait fuir les gendarmes et aussi les bénévoles de Sea Shepherd, après avoir massacré des tortues au passage. Alors, ce braconnage, moi, ça fait partie de mes préoccupations. Alors, c'est vrai qu'après, on a une programmation opérationnelle. Là, sur le cas de la plage de Moya, Sea Shepherd est allé sur la plage pour surveiller, prévenir du braconnage, mais n'avait pas prévenu la gendarmerie. La gendarmerie l'a su quand, dans la nuit, elle a été appelée, a envoyé la patrouille qui était de permanence à ce moment-là. La patrouille a été caillassée depuis les hauts, depuis le dessus de la plage. Elle a mis en sécurité les gens de Sea Shepherd. Elle leur a permis de partir. Puis il y a une information qui a circulé comme quoi qu'un véhicule aurait été incendié. Oui. Non, il y a eu un départ d'incendie, de la fumée, ça a été arrêté. Et d'ailleurs, les gens sont repartis avec le véhicule. C'est parce qu'ils disent, dans le communiqué, ils disent que le véhicule était incendié et que grâce à la gendarmerie, c'est la gendarmerie qui les a ramenés chez eux. Oui, moi, ce que j'ai, c'est que ça a été fait par la gendarmerie et avec le véhicule.
Allez, on va changer de sujet pour conclure, monsieur le préfet. J'avais juste une petite question qui concerne Alors, le allez-y, sujet Flo, précédent. profitez-en, il n'est pas là souvent. Le C'est préfet. ça, c'est juste par rapport à VAIB. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer quand même un redéploiement des dispositifs? C'est toujours en zone police, c'est un peu loin. Hein. C'est tout le problème de cette circonscription de Mamoudzou qui est très vaste, avec des zones urbaines et des parties rurales. La référence pour le zonage police-gendarmerie, c'est la référence communale. Donc c'est un petit peu compliqué à faire évoluer. On peut toujours faire des Est-ce dérogations. qu'on peut l'imaginer? En revanche, on a des dispositifs qui nous permettent de travailler ensemble. C'est ce qu'on appelle la CORAT, la coordination opérationnelle d'agglomération, avec des opérations conjointes police-gendarmerie, et ça peut faire partie des réponses sur la question de VAIB. Allez, on parle Europe. Mayotte doit et devra et va se développer grâce aux fonds européens, monsieur le préfet. Allez, un petit bilan rapide de la manière dont on a utilisé les premiers fonds européens et qu'est-ce qu'il nous reste à consommer. Alors, pardon, je vais vous assommer de chiffres. Pas trop fort. Hein. On a un taux de programmation des fonds européens qui est intéressant et qui nous situe plutôt en tête dans les Outre-mer et même au plan national. Sur le FEDER, qui représente 149 millions d'euros, notre taux de programmation la semaine prochaine, puisqu'on a un comité de programmation la semaine prochaine, sera de 36%. Sur ces 36%, vous avez des opérations comme les 2 amphidromes, comme par exemple un système d'économie d'énergie chez Maïco. Il y a un appel à projet sur le tourisme avec des hébergements qui va aboutir. Sur le Fonds social européen, là nous sommes un petit peu en retrait, le taux de programmation est de 20% seulement, parce que nous avons travaillé jusqu'à présent en appel à projet et nous sommes en train de voir pour transformer la gestion du FSE en guichet, c'est-à-dire que les porteurs de projets amènent directement leur projet. Le but c'est de simplifier les choses. Donc plus d'appel à projet par rapport à ça alors en tout cas différemment. Plus ou beaucoup moins, et la possibilité de déposer directement les demandes. Et sur le fonds agricole et rural, le FEADER, qui représente 60 millions d'euros, nous avons un taux de programmation qui est de 31,4%. Donc un bilan intéressant. L'objectif, c'est aussi d'éviter la règle qu'on appelle de dégagement d'office, c'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment consommé, on doit rendre de l'argent. Moi, mon objectif, c'est de rendre zéro, c'est de tout consommer ici. Donc, nous mettons en ordre de marche pour cela. Et je voudrais souligner le partenariat important entre les services de l'État et ceux du conseil départemental, parce que nous sommes, même si l'État est autorité de gestion, nous sommes sur une gestion partenariale, et ce sont des projets, des dossiers que nous instruisons, nous portons ensemble. Les projets que nous amenons, quand je dis nous, c'est entreprises, population, ont souvent eu du mal à être conformes avec l'attente de l'Europe. Ça, c'était il y a quelques temps. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'on est meilleur dans la proposition de nos dossiers? Alors il y a une phase d'apprentissage, parce que c'est vrai que ces dossiers européens répondent à un cadre qui est exigeant. Ce que je demande au service du SGAR et au service instructeur, c'est de se mettre en accompagnement des porteurs de projets. C'est pas de dire non, votre dossier ça va pas, vous le reprenez, c'est de dire bon, il faut qu'on améliore le dossier sur tel et tel point, et on le fait ensemble. La dernière question, elle est pour Samuel Bocher. Enfin, sa dernière question, j'en ai une après. Oui, vous parlez de taux de programmation, mais c'est pas un taux de consommation effective. On sait qu'il y a des problèmes budgétaires et parfois, notamment le département, ne peut pas mettre la main à la poche pour participer aux différents projets. C'est quoi le taux de consommation effective des fonds européens aujourd'hui ? Alors, on a ce taux de programmation, mais par exemple, quand je vous cite les 2 amphidromes, 18 millions d'euros, ils sont là, ils ont été payés. Là, nous sommes en train de finaliser, pardonnez-moi, c'est un peu technique, la procédure dite de certification d'autorité de gestion de la préfecture. C'est une affaire de jours. Cette certification va nous permettre de recevoir les crédits de paiement et de mettre en paiement vis-à-vis des porteurs de projets dès lors que toutes les factures sont entrées. Ce qui va faire avancer les choses et aller beaucoup plus vite. Hein. Oui.
Monsieur le préfet, dernière question sur nos conclusions, avec un peu de sourire. Est-ce que vous avez des nouvelles de Frédéric Vaux? Vous savez, le préfet de Mayotte, on dit que peut-être qu'il va partir, là ça bouge, ça change. Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur cette personne? Je la vois assez souvent, à vrai dire. Vous savez, on a coutume de dire que le temps de vie administratif d'un préfet, ça va du mercredi midi au mercredi d'après. Ouais. Bon, c'est la règle du jeu. Nous sommes tous des serviteurs de l'État. On fait ce qu'on nous demande de faire. Puis, il y a des informations qui ont circulé. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'elles soient complètement d'actualité. Bon, mais mon destin ne m'appartient pas. c'est clair. Mais si vous, allez, demain, il y a quelqu'un qui vous dit, monsieur Vaux, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de rester à Mayotte ou vous voulez repartir ailleurs? Vous lui répondriez J'aime quoi? beaucoup ce que je fais à Mayotte et je pense qu'il faut un peu de durée dans le temps. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.